On va pas parler de mystère, encore que, peut-être. On va parler de montagne. Alors c'est vrai que, alors en deux mots, donc en 2015, j'ai sorti ce livre-là. L'idée est venue d'un truc tout bête. C'est que, en fait, des livres sur les montagnes, il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines. Alors de tout, hein, des photos, des topos, de machin. Et, chose étonnante, aucun livre n'avait jamais parlé de leur nom à ces montagnes. Donc après la Haute-Savoie, j'ai sorti la suite, c'est-à-dire la Savoie. Quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'idée de celui-ci, je me suis dit, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et du coup, j'avais en tête une centaine de noms de montagnes. Puis j'ai commencé à travailler avec ces 100 noms de montagnes, sans imaginer qu'en Haute-Savoie, il y en a 1800. Et en tout, sur les deux livres, on est à plus de 3200 noms de montagnes. Alors, montagne et col. Donc c'était un gros travail. Il a fallu aller rechercher dans des livres du 17e, 18e et 19e pour grappiller. Il y a des auteurs qui parlaient de certaines montagnes. Enfin, voilà. Ce soir, je ne vais pas vous parler des 3200 noms, hein, on va en faire que quelques-uns. C'est très long. Alors la première question qui vient, ces noms bizarres. Souvent, quand je demande aux gens, les gens, je leur dis, d'après vous, quelle langue, parce qu'il y a des noms de montagnes qui sont très anciens, quelle langue on parlait, par exemple, il y a 8000 ans en Haute-Savoie? Alors, il y a des réponses marrantes, des fois, parce que les gens disent, ça devait être un sacré patois. Non, le patois n'a que 1000 ans, hein, c'est une langue qui est récente. Alors, il y en a qui disent, italien. Non, on n'a jamais parlé italien en Haute-Savoie. Quelle langue on parlait il y a 8000 ans en Haute-Savoie? Donc, quelle était la langue des Allobroges? Alors, on va faire un petit, vite fait, un petit historique des langues qu'on a parlé en Haute-Savoie, ce qui permettra de mieux comprendre les noms des montagnes après. Il y a très longtemps, on parlait l'indo-européen. Mais ça, c'était très longtemps. C'est une langue oubliée aujourd'hui, mais voilà, on l'a parlé ici. Mais surtout, la langue qu'on a parlée ici, il y a 8000 ans, c'est le celte. Enfin, il y a 1000 ans, il y a un peu moins, mais c'est le celte, comme dans la plupart des pays d'Europe. On parlait celte. Savoir que, là, en Haute-Savoie, il y a une peuplade qui est venue s'installer, qui s'appelait les Ligures. Et les Ligures ont colonisé plusieurs départements, plusieurs coins. Et sur la Haute-Savoie, il y avait 3 colonies principales. Il y en a eu qui ont eu du nez, c'est les Helvètes, qui sont installés en Suisse. Il y a les Nantuates, qui ont peuplé tout le Chablais. Et puis, sur les restes des pays de Savoie, c'était les Allobroges. Et tous ces gens-là parlaient le celte. Ensuite, on a parlé le gaulois. Ensuite, le latin, puisqu'on a été envahi. Donc, on a latinisé plusieurs mots. Le francisque, qui était la langue de Clovis. Le roman. Ensuite, le patois, qui arrive à peu près en 900. Et puis, une langue un peu bizarre, qu'on va retrouver dans les noms de montagnes, c'est le franco-provençal, qu'on appelle également l'arpitan. Mais en fait, c'est une langue assez étrange. Alors, je l'ai située autour de 1100, mais certains linguistes disent la date bien avant ça. C'est une langue qui est assez étrange. Cette langue, elle a une particularité, c'est que pour l'instant, c'est la seule qui permet de donner une explication à peu près plausible de pourquoi on ne dit pas Chamonix, sauf si on est parisien, qu'on dit Chamonix, qu'on dit Semnoz, on prononce le Z et puis on ne prononce pas le X. Pourquoi? Eh bien, c'est probablement à cause de l'arpitan. Si on a le temps, je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, le vieux français, et enfin, le français qu'on parle à peu près depuis le XVIIe. Alors évidemment, il a évolué, et puis il continue d'évoluer. Pas forcément bien, mais il continue d'évoluer. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des noms de montagnes qui sont très anciens. Mais les anciens, comme vous allez le voir, ne donnaient pas des noms à toutes les montagnes. Ils ne donnaient des noms qu'à des montagnes utiles. Alors, qu'est-ce que c'est une montagne utile? C'est une montagne, soit elle propose un alpage, et on peut y mettre du bétail, soit elle propose du gibier, et on peut les chasser. Si une montagne ne propose aucune de ces deux choses, comment on les appelait? On ne les appelait pas. C'était des tas de cailloux, et puis c'est tout. Et il en reste dans chaque département,
que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, il y a même les Pyrénées. Il reste dans chaque département une montagne qui s'appelle sans nom. C'est l'Aiguille sans nom, c'est le Pic sans nom, c'est voilà. Il en reste, c'est les derniers. Un petit peu en souvenir. Donc c'est des montagnes qui sont vraiment rigoureusement inutiles parce qu'elles ont traversé les siècles sans avoir de nom. Mais je pense que c'est voulu. Alors, il y a des montagnes qui proposent, enfin les montagnes qui proposaient rien de tout ça, n'avaient pas de nom. Sauf une. C'est l'exception. Et puis forcément, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par lui. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc, son nom a, on ne sait pas exactement, mais au moins 8000 ans. Enfin, 6000 ans. Vous allez me dire, quelle était l'utilité du Mont Blanc? Parce que si c'est pour chasser, autant aller chez Picard, ça ira plus vite. Et puis mettre du bétail, ça vient de surgeler aussi. Non, le Mont Blanc, sa particularité, c'est que c'est le plus haut. Et ça, les Allobroges l'avaient vu. Et les Allobroges parlaient celte, donc ils l'ont naturellement appelé le sommet. Et comment on dit sommet en celte, on dit blin. Pas blanc, blin. B-L-E-I-N. Encore que je ne suis pas sûr que ce soit une langue qui s'écrive, mais pour les toponymistes l'écrivent B-L-E-I-N, donc blin. Et c'est resté blin pendant des milliers d'années. C'était blin. Et puis les Romains nous ont envahis, on a latinisé les noms. Blin, on avait complètement oublié ce que ça voulait dire, hein, parce que le nom avait au moins 5000 ans. Donc, quand on a latinisé, eh bien, on a simplement mis devant le mot mons, qui veut dire montagne, et c'est resté Mons-Blin. Et c'est resté Mons-Blin encore très longtemps, jusqu'au XIVe siècle, où là, il y a un poète qui venait du Val d'Aoste, qui a trouvé que la montagne était magnifique, et il a écrit une poésie en l'honneur du Mont Blanc, mais bon, Mons-Blin, dans une poésie, c'était pas top, donc Mons-Blin, dans la poésie, est devenu Mont Blanc, et le nom du Mont Blanc n'apparaît qu'à partir de ce poème. Avant, c'était Mons-Blin. Alors, on parle de Mons, juste, je fais un petit écart, vous savez tous ce qu'est un col, bien sûr, en Haute-Savoie, donc le passage entre deux montagnes, et puis le mont, le mont c'est le sommet. Sauf que ça n'a pas toujours été comme ça. D'où vient le mot col? Rien à voir avec la chemise. Hein. Le mot col, ça vient d'un mot latin qui est culmen, qui a donné le verbe culminer, puisque à l'époque, le col, c'était en haut, c'était le sommet, et la montagne, c'était l'alpage. Mais, quand vous voyez nos anciens, quand je vous dis, ils avaient le sens très pratique, pour eux, le fait qu'il y ait un col en haut n'a aucun intérêt. C'était pas des alpinistes, ils avaient du bétail. Donc le nom col est descendu au passage et le mot mont est passé au sommet. Alors, les anciens, ils n'avaient pas beaucoup d'imagination. Ils avaient plein de mots pour donner des noms aux montagnes, mais en fait, à chaque fois, ça voulait dire rocher. Vous n'allez pas très loin, c'était de la pierre. Donc, par exemple, les Celtes, pour eux, rocher, c'est car, avec des variantes, comme cher ou char. Chaque fois que vous voyez car, char ou cher, c'est du celte, c'est des noms de montagnes qui ont leur nom depuis très longtemps. Alors si je vous dis Cher, eh bien évidemment on pense tout de suite le roc de Cher. Le roc de Cher est ce qu'on appelle une tautologie. C'est un peu une redondance. Une tautologie, c'est un nom qui est formé avec deux mots qui veulent dire la même chose. Le roc de Cher, c'est le roc du rocher. Ou le rocher du rocher. En gaulois, c'est Van, enfin Van, ou Vano. Alors il y a des montagnes qu'on connaît, il y en a pas mal en Haute-Savoie, comme notamment la pointe du Vent. Mais si vous allez du côté de Samoin, vous avez également les grands vents. Alors il y a certaines cartes qui décrivaient VENTS, comme si ça soufflait là-haut. Non, il y a eu plein d'erreurs d'écriture. Les cartographes ont fait beaucoup de boulettes. Parce qu'ils ne connaissaient pas le latin, ils ne connaissaient pas tout ça, donc ils ont fait des erreurs de traduction. Mais on le verra un peu plus tard. Ensuite, alors le mot qui est certainement le plus connu en Haute-Savoie pour dire rocher, c'est du latin, c'est saxum, qui a donné le patois c'est. Alors il y a plusieurs façons de l'écrire. Comme pour Chamonix, on ne prononce jamais le X. Alors des C, il y en a partout. Alors là, par exemple, on a la pointe du Haut-Say,
Mais si vous allez du côté toujours de Samoin, il y a le plateau de Sey, hein, là où on skie, il y a le Sey Rouge, il y a le... Enfin, il y en a plein. Des Sey, il y en a plein. Ça, c'est le Haut-Sey qu'on appelle également la pointe de Recon. Il y a également la tête de Lacy. Alors Lacy, rien à voir avec le gentil chien des séries télé. Lacy, ça vient de Le Sey. C'est une déformation. Et puis ensuite, on a donné des noms parce que Rocher, bon, ça va bien un moment, mais on va regarder si la montagne ne propose pas autre chose. Alors en celte, on a le mot le plus connu, évidemment, c'est Alpes, qui a donné les Alpes. Alors on pense que Alpes, alors il y a des variantes, hein, Alpes, Ar, Haut, comme Saint-Jean-de-Dos par exemple. Alpes, on se dit, bah oui, on voit ce que ça veut dire en celte, hein, ça veut dire alpage. Bah pas du tout. L'alpage, si vous avez un grand pré qui peut accueillir du bétail sur une montagne, mais il n'y a pas d'eau, ben on n'emmène pas le bétail, puisqu'il ne pourra pas boire. En fait, Alpes, en celte, ça veut dire ruisseau. C'est un point d'eau. Le ruisseau a donné son nom à l'alpage, puisque l'alpage proposait de l'eau. Alors celui-ci, très important ici, c'est le pin sambro. Il y a plusieurs sortes de pins. Mais ça, c'est un arbre qu'on trouvait beaucoup dans un certain coin de Haute-Savoie. Le pin sambro, qui servait essentiellement en menuiserie, hein, parce que c'est un bois qui est quand même tendre et donc facile à travailler. Et le pin sambro, en gaulois, comme maintenant vous parlez couramment le gaulois, vous allez me le dire, ça se disait aravo. Et c'est parce qu'on trouvait des pins sambro qu'on appelle les aravis. Donc là, la porte des Aravis, mais le col des Aravis, le massif des Aravis, ça vient du fait qu'on y trouvait énormément de pins sambro. Et parmi les choses très pratiques en montagne, surtout quand on est en montagne et puis qu'on essuie des gros orages ou des grosses tempêtes, on est bien content de trouver une grotte. Et la grotte, comment on appelle ça ici? La balme. Alors la balme, quand on dit, vous savez ce que c'est une balme? C'est une grotte? Oui et non. En fait, balme en patois, ça ne veut pas dire grotte. Maintenant, oui, mais en fait, c'est abri naturel. Il y a des endroits où vous avez la balme, mais en fait, vous allez chercher, il n'y a pas. Mais s'il y a un endroit où il y a un rocher qui surplombe un peu, si on peut s'abriter dessous, c'est une balme. Mais aujourd'hui, c'est la balme, oui, c'est la grotte. Alors, c'est la grotte horizontale, celle qui sert à quelque chose, on peut s'abriter dessous. La grotte verticale, on tombe et on se tue. C'est la tanne. Il n'y a pas de montagne qui porte le nom de tanne parce que ça n'avait aucune utilité. Sauf qu'il fallait faire gaffe. Mais les balmes étaient très importantes. Alors il y a une que j'aime beaucoup. Alors ici on a la tête de balme. Et celle que j'aime beaucoup c'est du côté de Maglan. Le rocher de la balme. Pourquoi je l'aime beaucoup? J'en parle beaucoup dans le livre sur les mystères. Parce qu'il y a ça. Ce qui a donné son nom d'ailleurs à toute la falaise. C'est la grotte de Maglan. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, on l'appelle la grotte de Balme. Bon, là, c'est pareil, la grotte de grotte. Il y a des tas d'histoires que je raconte dans les mystères, et notamment une, moi, qui me plaît beaucoup, même si elle est tragique. Mais à l'époque, là on est dans les années 1500, 1400, 1500, à l'époque où il y a beaucoup de sorcellerie en Haute-Savoie. D'ailleurs, on a brûlé énormément de sorciers et de sorcières. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que une femme qui fait de la sorcellerie, c'est une sorcière. Un homme qui fait de la sorcellerie, c'est un guérisseur. Non. Ou alors c'est un gentil sorcier. Il y avait même à Samoin un prêtre sorcier. Mais alors, dans la grotte de Maglan, il y avait à Cluse une jeune fille qui s'appelait Amélie Gurset, qui avait une vingtaine d'années, et qui pratiquait ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde, ce qui ne plaisait pas du tout aux dames de Cluse. Et donc ils l'ont fait arrêter pour sorcellerie. Parce qu'elles trouvaient que leur mari allait trop souvent la voir. Donc elle a été arrêtée alors qu'elle était simplement prostituée, mais elle a été condamnée comme sorcière. Et elle a été condamnée à être emmurée vivante dans la grotte de Maglan. On n'a jamais retrouvé son cadavre, mais elle est emmurée vivante, donc quelque part dans la grotte de Maglan. Et puis les anciens ont retrouvé le côté pratico-pratique des noms qu'on donne aux montagnes. Donc on a donné des noms aux montagnes pour des raisons tout à fait pratiques. Et le côté pratique le plus connu
en Haute-Savoie, bien sûr, c'est elle, que vous connaissez par cœur. L'aiguille du Midi. L'aiguille du Midi, pourquoi? Il y en a peut-être qui le savent, mais... Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup changé depuis cette époque, à Chamonix. C'est qu'on dit à Chamonix, à cette époque, il y a très longtemps, que les Chamonniards étaient tellement pauvres, ça je vous dis, ça a beaucoup changé. Ils étaient tellement pauvres qu'il y a un dicton qui dit que les Chamonniards n'avaient même pas les moyens de s'acheter, de se payer une horloge pour mettre sur l'église. L'église de Chamonix, à cette époque, n'avait pas d'horloge parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc quand ils allaient travailler dans la montagne ou dans les champs, ils se servaient de ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils ont remarqué qu'à peu près à la mi-journée, il y avait cette pointe, qui n'avait pas de nom, parce que c'est un gros tas de cailloux inutiles. Le massif du Mont Blanc, dans son intégralité, c'était le Mont Maudit. Quasiment aucune montagne, donc, à part le Mont Blanc, aucune montagne n'avait de nom. C'était les Monts Maudits. Il y avait des glaciers, qu'on appelait à l'époque des glacières. On n'y allait pas, c'était dangereux, ça n'avait aucune utilité. Donc c'était les Monts Maudits. Et puis, donc celle-là n'avait pas de nom. Et vers la mi-journée, ils ont remarqué que le soleil était au-dessus. Donc ils n'ont pas appelé l'aiguille du Midi, mais l'aiguille de Midi. Mais c'est l'aiguille de Midi à Chamonix, hein, parce que si vous décalez de 50 km à l'ouest, on n'a pas la même perspective. C'est vraiment les Chamonniards qui ont donné leur nom à l'aiguille du Midi pour indiquer l'heure, pour avoir un repère. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, ils ont remarqué qu'il y avait une autre montagne complètement inutile. Le soleil était au-dessus. Ils l'ont appelé le goûter. Ben oui, très pratique. Pas... Alors il y a encore plus pratique que ça, c'est elle. C'est la pointe de 2 heures. Ouais, c'est pratique parce que ça donne le nom de... Enfin, son nom vient du temps qu'il faut pour y monter. C'est tout. Alors il y en a plein. Alors on trouve ça beaucoup, des noms comme l'aiguille du Midi, surtout en Savoie. Il y en a plein. La pointe de Thierse, pour ceux qui connaissent. Thierse, c'est une heure liturgique qui indique 9 h du matin. Parce que le soleil était au-dessus, 9 h du matin. Il y a la roche de Mio, en patois, Midi. Et puis la plus connue, alors là il faut descendre un peu plus au sud, c'est la Meige, hein, puisque pour les mêmes raisons, on a donné le nom la Meige, qui veut dire midi en provençal. Mais indiquait également midi, quand le soleil était au-dessus. Et puis alors, on a commencé à faire un peu du n'importe quoi. On avait épuisé le sens pratique, c'était beau, hein, avec les plantes médicinales, les essences d'arbres et tout ça. Puis après, il fallait donner, on a commencé à donner des noms, parce qu'on a inventé l'alpinisme, donc il fallait donner des noms à toutes les montagnes. Donc on regardait les montagnes, mais c'est pas évident, hein, parce que moi je vous défie, vous voyez une montagne, donnez-lui un nom. Oh sur une dizaine de montagnes, quinzaine de montagnes, vous allez avoir des idées, mais il y en a quand même 1200. Donc, il regardait à quoi ça ressemble. Bon, en fonction de ce que ça ressemble, là, on est à Chamonix. Ah, on dirait M majuscule. Bon, c'est l'M. Et l'apostrophe M majuscule. Parce que ça ressemble à un M. Alors, en plus, c'est ridicule parce qu'il a perdu une jambe. Il y a la pointe Charles Albert maintenant. Bon. Mais enfin, c'est pas grave, c'est un M qui a plus que 2 jambes. Bon. Mais c'est l'M parce que ça ressemble à un M. Alors, il y en a plein. Dans le massif du Mont Blanc, c'est énorme. Notamment, celle-ci. Hein, on la voit mieux, là. Bah oui, donc la pointe des ciseaux. Et il y en a une autre un peu plus loin qui a la même forme. Ils ne pouvaient pas l'appeler ciseaux, donc ils les ont appelés les oreilles de lapin. Ici, il y a une montagne qui n'avait pas de nom, on est toujours dans le massif du Mont Blanc. On va regarder à quoi ça ressemble. Bon, c'est le pouce. Un gros machin comme ça, avec une espèce de main, c'est le pouce. Puis il y en a une autre à côté qui n'a pas de nom. Tant qu'à faire, on a mis le pouce, on a mis l'index. Voilà. Alors on est dans le massif du Mont Blanc, alors on est loin quand même de la philosophie. Et puis alors une qui est géniale, c'est celle-là, qui s'appelle la pointe de la République. Alors pourquoi pointe de la République? Alors, pas facile d'y monter. Je ne sais pas s'il y en a qui font de l'alpinisme. Ça, alors on y arrivait jusque-là. Mais arrivé là, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, personne n'y arrivait en fait. Et donc pendant très longtemps, on n'y arrivait pas. Et puis un jour, il y a un guide de Chamonix, qui s'appelait Simon, qui a eu une idée. Il s'est fait envoyer depuis Paris une arbalète, et il a mis un grappin, il a lancé un grappin.
et après on tirait des cordes, et c'était la méthode, la seule méthode, pour atteindre le sommet jusqu'en 1971. On lançait des cordes. Et puis après, il y a des Suisses qui sont arrivés, puis ils ont mis des... Voilà. Beaucoup moins poétique. Alors pourquoi ça s'appelle la Pointe de la République? Bah, c'est parce que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Tout simplement. Bah oui, hein. Après combien de verres? Ah, mais je l'ai dit, hein. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est... Oui, qui donne les noms aux montagnes? Les alcooliques. Ah ben, ils vont pas être contents. On va voir après. Là, le titre, c'est des gros points d'interrogation parce que voilà à quoi ressemblaient les cartes à l'époque. Donc, pas très précises. Beaucoup de fautes. Et puis, bon, c'était pas évident de s'y retrouver. Si je vous le mets comme ça, voilà un texte, pourtant tapé à la machine, hein, mais la machine de l'époque. Voilà, la différence qu'il y a. En bleu, c'est un F. En rouge, c'est un S. La différence est... Donc, il y a eu énormément de confusion entre les F et les S. Comme il y en a eu entre les I et les L, entre les N et les R, etc. Mais alors, le F et le S, c'est terrible. Le meilleur exemple, c'est elle. Les dents de l'enfant. Alors le Lanfenais, en fait, c'est pas son nom, hein, il s'appelle Rochemurat. On l'a surnommé le Lanfenais parce qu'il est à côté des dents de l'enfant, puis on dirait des petites dents à côté d'elle. Voilà. Mais c'est pas son nom, le Lanfenais. Mais les dents de l'enfant, à l'origine, ne s'appelaient pas du tout comme ça. Elles s'appelaient les monts d'Anson. Et puis le nom a évolué. C'est devenu les monts d'Anson. Pourquoi on a mis une apostrophe? Je ne sais pas. Parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire d'Anson. Donc ils se sont dit, ah non, ça doit appartenir à Anson. Voilà. Ensuite, c'est devenu simplement Anson, 1568. Et puis, le fameux S et F interviennent. Là, on a mis, Anson, ça ne voulait rien dire, donc on a mis devant le mot, le L apostrophe, et c'était Lançon. Et puis, du coup, on a enlevé l'apostrophe, et puis après c'est devenu l'enfant, parce qu'on a confondu le F et le S. Et donc c'est devenu depuis les dents de l'enfant. Mais au départ, c'était les monts d'Anson. Ah oui, ben, ça s'appelait l'enfant, mais l'enfant, ben, on ne savait toujours pas ce que ça voulait dire. Donc ils ont regardé, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble vraiment pour le fait à des dents. Hein? Donc c'est devenu les dents de l'enfant. Sans savoir ce que ça veut dire l'enfant. Mais au départ, c'était les monts d'Anson. Qui veut dire quoi? Dents. En fait, les dents de l'enfant veulent dire des dents, des dents. Alors, il y a eu plein d'erreurs comme ça qui ont été commises. Alors, celle-là, elle est magnifique. On va du côté de la Roche-Parnal. Si ça vous parle. La Roche-Parnal. Pardon. Du côté de la Roche-Parnal, il y a le col du Câble. Alors pourquoi ça s'appelle le col du Câble? Parce que au début fin 19e, début 20e, on faisait ce qu'on appelait des câbles laitiers. Puisque on avait le bétail qui était en alpage là-haut, il y avait la traite, et puis après, le lait, il le descendait à dos d'homme ou à dos d'âne, avec les seaux, jusqu'à la fruitière en bas. Ils se sont dit, là, ils ont inventé le téléphérique, on a mis des câbles laitiers. Alors le câble laitier, il y avait cette structure en bois qui était couchée, et quand c'était le moment du lait, ils relevaient le truc, ça tendait le câble, et on descendait les câbles, les seaux sur le câble. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait le câble laitier. D'ailleurs, si vous allez en dessous le col du câble, il y a ce qu'on appelle le champ laitier. Voilà. Donc c'est logique que ça s'appelle le col du câble. Et puis, donc, on a le col du câble, et à côté, le pas de la truie. Bon, on y emmenait des cochons. Pas du tout. Si vous regardez aujourd'hui, enfin, là c'était corrigé, hein, mais si vous allez à la Fnac ou ça, ils vendent des cartes en relief, c'est joli d'ailleurs. Et ben, sur ces cartes en relief, l'erreur n'a pas été corrigée, le col du câble est devenu le col du sable. Et ça c'est IGN hein, qui a fait l'erreur.
Et en fait, le pas de la Truie, qui est à côté, là, en fait, c'était pas Truie. Donc là, c'était le col du Câble, il y avait le câble, et le pas de la Truie, c'était pas Truie, T-R-U-I-E, mais T-R-W-I-E. C'est Truie, qui veut dire en patois le treuil. En fait, on a le treuil et le câble, et aujourd'hui, on a le cochon et le sable. Et ça, c'est l'erreur à moins de 30 ans. C'est l'IGN qui a commis ça. Donc, sur les noms qui ont 5000 ans, on peut se dire que ça peut être structuré dans le temps. D'ailleurs, sur les 3200 noms de montagne, il en reste une vingtaine dont on ne sait rien. On a complètement oublié l'origine. Et puis, ben alors, on a inventé l'alpinisme. Et on a commencé à donner des noms à toutes les montagnes. Et d'ailleurs, jusqu'à la naissance de l'alpinisme, qui donnait les noms de montagnes? C'était les municipalités. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en Haute-Savoie, ils s'en sont bien sortis. Alors qu'en Savoie, il y a des montagnes qui ont deux noms selon la commune où vous allez. Parce qu'ils ne se mettaient pas d'accord entre eux. Mais depuis la création de l'alpinisme, qui donne les noms de montagnes? Eh bien, c'est le CAF. Depuis 1874, c'est le club alpin français qui donne les noms de montagnes. C'est pourquoi tous les noms quasiment de montagnes récents, ce sont des noms de personnalités qui ont fait des choses pour la montagne. Alors parmi voilà, les grands, il y a Edward Whymper, écossais, enterré à Chamonix. Ravanel le Rouge, alors des Ravanel, il y en a plein, comme les Charlet, il y en a plein. C'est des grandes familles de Chamonix, grandes familles de guides. Il s'appelait Jean Estrid Charles Stratton, je vais vous raconter après pourquoi. Donc tout ça, ce sont des guides très très célèbres à Chamonix. Michel Croze, qui a connu une mort tragique sur le Cervin, puisque lorsqu'ils ont, avec Edward Whymper, quand ils ont fait la première du Cervin, il y a eu la tragédie du Cervin. Et ça a été le drame de la vie d'Edward Whymper, puisque c'est lui qui était en tête de cordée. Et ils ont été accusés d'avoir coupé la corde. Normalement, les alpinistes dans une cordée sont solidaires. Il y en a un qui a dévissé, et il y a deux frères qui ont suivi, et pareil, qu'il y en a un qui a coupé la corde pour ne pas être entraîné avec eux. Ce qui ne se faisait pas, c'est un réflexe de survie. Et Whymper a passé après le reste de sa vie à justifier que non, personne n'a coupé la corde. Michel Croze, donc, qui était très fort, puisque lui, il a fait la première, c'est pas de la Meije, mais je crois que c'est la Grande Casse. Et vous voyez avec sa hache, là, il a taillé dans la glace 1000 marches pour pouvoir atteindre le sommet. Il paraît qu'il était très fort. Alfred Meumery, aussi un très grand, là on le voit ici, dans ce qu'on appelait la brèche de Meumery. Fallait y aller quand même, hein, parce qu'au niveau matériel, Alfred Meumery, qui a été l'un des premiers à tenter un plus de 8000 mètres, on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est tué. Armand Charlet, la même famille que Jean Estrid Charles Stratton, et puis le nom le plus récent, c'est celui de Louis Lachenal, qui s'est rendu célèbre l'Annapurna. Maurice Herzog lui doit tout, hein, puisque sans Lachenal, Herzog il sera encore là-haut. Et puis, il n'y a pas que des alpinistes, mais également des scientifiques. Horace Bénédicte Saussure. Alors, c'est étonnant, c'est que vous savez que les deux qui ont réussi la première du Mont Blanc, donc Balma et Paccard, n'ont pas de montagne à leur nom. À un moment donné, le Mont Blanc devait s'appeler le Mont Balma, mais ça a été refusé. Donc Balma et Paccard n'ont pas de montagne à leur nom. Horace Bénédicte Saussure, son histoire elle est marrante parce que lui, il rêvait d'aller au sommet du Mont Blanc, mais lui, c'était pour faire des expériences scientifiques. Donc, on ne connaissait pas le chemin pour aller au sommet du Mont Blanc. Il y en a plein qui avaient essayé, mais on ne trouvait pas. Donc, il a offert une très forte somme d'argent au guide qui l'emmènerait au sommet du Mont Blanc. Eh bien, quand il a proposé cette somme, Balma n'était pas encore né. Et Balma, c'est lui qui a réussi la première à l'âge de 24 ans. Donc pendant 24 ans, ils ont essayé de gravir le Mont Blanc, sans réussir. Et Horace Bénédicte Saussure a été le deuxième, puisque l'année d'après, Balma l'a emmené faire ses... Et là, ils sont montés avec des mulets, ils étaient une cinquantaine pour faire des expériences. C'est là qu'il a inventé notamment une forme de thermomètre, de baromètre. Elbrunner, qui est descendant à la pointe Elbrunner, qui se trouve sur là où il y a le téléphérique de l'aiguille du Midi. Forbes, qui était un glaciologue qui a beaucoup travaillé sur les glaciers.
des pays du Mont Blanc. D'ailleurs, les glaciers, tout à l'heure, comme on parlait un peu de mystère, vous savez que, je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Chamonix, mais ça fait pitié, la mer de glace notamment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils continuent à appeler ça la mer de glace, il n'y a plus de glace. Mais à l'époque, les glaciers, c'était très très important. Et les glaciers emportaient des villages. Et l'Inquisition est venue, et on a exorcisé, parce que c'est évidemment, c'était l'œuvre du diable, cette masse de glace qui emmène des villages entiers. Donc, ils ont exorcisé les glaciers pour qu'ils remontent. Ça marchait, ça y est. Il a fallu du temps, hein, ça c'était en 1500, mais ça y est, c'est bon. Alors, on a un pape, Pie XI, qui s'appelait Adagio Damiano Achille Ratti, qui a donné son nom à la pointe Ratti. Et c'était un pape qui a donné son nom également à l'une des voies qui mène au Mont Blanc, qui est la pointe du pape, qui a disparu, je crois. Mais c'était un passionné d'alpinisme. Louis-Amédée de Savoie, qui était un grand alpiniste, qui a réalisé pas mal de premières, et qui a d'ailleurs demandé à ce que ce soit, parce que ce soit sa sœur ait un nom de montagne à son nom. Quand je vous disais tout à l'heure, on ne va pas faire les 3200 montagnes. Par contre, au CAF, je les soupçonne d'être un peu misogyne, puisqu'on va faire toutes les montagnes qui ont des noms de femmes. Il y en a 5. Isabella Stratton, tout à l'heure je vous parlais de Jean Estril Charles Stratton. Isabella Stratton a une drôle d'histoire. C'était une fille de milliardaire anglais, enfin de multimillionnaire en tout cas, anglais, et qui avait une sœur. Et ses parents et sa sœur se sont tués dans un accident de voiture. Elle s'est retrouvée à l'âge de 18 ans, à la tête d'une immense fortune. Et elle était fascinée par la montagne. Donc elle a plaqué tout en Angleterre. Elle est venue s'installer à Chamonix pour découvrir la montagne. C'est d'ailleurs elle qui a réalisé la première du Mont Blanc en hivernal. Elle était spécialisée dans les voies hivernales. Elle voulait toujours le même guide, Jean Estril Charlet. Et bien ils ont fini par se marier et avoir plein d'enfants qui sont tous devenus guides. Micheline Morin qui a donné son nom. Alors, ce qui est aussi étonnant, parce que le CAF, ils sont bien gentils, parce que bon, on veut bien donner des noms de montagnes à des femmes, mais pas leur nom. C'est toujours que les prénoms. Faut pas déconner non plus. Donc, Isabella Stratton a donné son nom à la pointe Isabelle. Et non pas à la pointe Stratton, la pointe Isabelle. Micheline Morin a donné son nom à la pointe Micheline. Pourquoi Michel, je ne sais pas. Alors elle, scandaleuse, elle a osé mettre un pantalon pour faire de la montagne. Voilà. Nini Pietrasanta, qui était italienne, comme son nom l'indique, qui a donné son nom à la pointe Nini, qui était la première femme cinéaste de montagne. Elle partait toujours avec un sac, toujours avec un appareil photo, une caméra. Elle a réalisé énormément de films de montagne. Et puis deux reines qui ont donné leur nom à la montagne. Hélène de Savoie, c'est son frère qui a insisté pour qu'elle ait son nom à sa montagne. Et elle n'a pas que ça. Ah non, puis il y a Marguerite de Savoie. Marguerite de Savoie qui a le plus haut refuge de montagne d'Europe, porte son nom. Le chalet, c'est le refuge Margarita. Qui a un nom de pizza, curieusement. En fait, il y a une pizza qui porte son nom. D'ailleurs, il y a la pointe Margarita et la pizza Margarita, et c'est pas un hasard, c'est parce que donc, la montagne était donnée en son honneur, et puis au même moment, il y avait un cuisinier italien qui a inventé une pizza aux couleurs de l'Italie. Donc mozzarella, basilic, tomate, les trois couleurs de l'Italie. Rouge, vert, blanc. Tout à l'heure, je vous en parlais, c'est des noms dont il faut se méfier. Là, on arrive à la fin. Ça avance. Les noms qu'il faut se méfier, il y en a plusieurs. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de belle, qui veut dire haut, et non pas du tout joli. Hein. Gros, qui veut dire vert, et non pas du tout... bon. Et puis, il y a des animaux qui ont donné leur nom des montagnes, puis on se demande bien pourquoi. Par exemple, les mulets. Alors évidemment, si je vous dis mulet, vous pensez au grand mulet. Alors j'ai lu dans un bouquin pourtant sérieux, puisque c'était Jules Gay, qui était un peu spécialiste, qui disait, ça s'appelle comme ça parce que quand on est au loin, dans le glacier, qu'on voit ces rochers qui sortent, de loin, comme ça, avec un peu d'imagination, ben, on dirait un convoi de mulets. Mais en fait, pas du tout.
Mais c'est complètement... enfin, il a dit 2 ou 3 bêtises comme ça aussi. Non, mulet, en fait, c'est une erreur de traduction des cartographes qui ont confondu 2 noms patois, qui est le mot moué. Parce que si vous dites moué, M-O-U-E, c'est mulet. Mais si vous dites moué, M-O-U-E, accent grave, c'est rocher. En fait, c'est des tas de rochers. Les grands mulets, c'est... Voilà. Et là, ça s'explique plus, parce que vraiment, quand on est au loin, on voit source glacier, ces rochers qui... Voilà. On appelle ça, en fait, c'était les grands rochers. C'est devenu les grands mulets, parce qu'ils ont confondu moué et moué. On peut les excuser. Le loup, n'ayez pas peur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de loup. Ce qui a donné son nom à la tête du pas de au cré du loup, donc à Avoria. Loup est une mauvaise traduction encore des cartographes qui ont confondu l'animal avec un nom de vieux français qui est loup, L''O-U-E, qui veut dire le ruisseau. D'ailleurs, il y a 2 ans, je crois qu'il y a eu des inondations dans l'est de la France. Il y avait la Loue qui avait débordé. La Loue, alors encore là, ils ne savaient plus ce que ça veut dire, parce que, en fait, c'est Loue, c'est pas la Loue, c'est Loue, qui veut dire ruisseau. Un peu plus gros qu'un ruisseau, entre le ruisseau et le fleuve. C'est une houe, en vieux français. L'ours, bon, là c'est pareil, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Il y a une montagne pourtant qui s'appelle la balle du pas de l'ours. Alors un pas, on sait ce que c'est un petit col escarpé. L'ours, encore une mauvaise traduction, mais là on peut les excuser, parce qu'ils ont confondu un mot gaulois, qui est le mot orco, qu'ils ont traduit ours. En fait, orco, ça veut dire sanglier, rien à voir. Et après, dans le langage courant, le mot ours, en fait, est devenu un mot générique, qui veut dire simplement bête sauvage. Quand vous voyez le mot ours quelque part, il y a des bêtes sauvages. Soit c'est des biches, soit c'est des blaireaux, soit c'est des renards, c'est des bêtes sauvages. Le mot ours est devenu générique. Et puis la mouche, vous connaissez, non? Ici, le cret de la mouche, avec le trou de la mouche, rien à voir avec l'insecte. Là encore, c'est un mot de vieux français, qui est le verbe bûcher, qui veut dire se mettre à l'abri, ou se cacher. C'était un abri, mais en vieux français, c'est on se muchait, et c'est devenu la mouche. Le trou, il a pas la forme d'une mouche? Non, c'est vraiment mucher. Le vieux français, se mettre à l'abri. On les trouve, puis d'ailleurs, un peu plus loin, je crois qu'il y a la guêpe, qui s'appelle comme ça parce qu'il y avait la mouche. C'est tout bête. Et puis, il reste des noms de montagnes bizarres ou inconnus. Alors, je disais tout à l'heure, sur les Deux-Savoie, il en reste un peu plus d'une vingtaine dont on ne sait plus rien. En Haute-Savoie, il y en a relativement peu, je crois qu'il y en a 5 ou 6 seulement, comme Croise-Bolet par exemple. Alors Croise-Bolet, on suppose que Croise, c'est qu'il y a un croisement ou un carrefour, et Bolet, pour certains, ce serait un vieux mot qui veut dire incendie, brûlé, qui a donné brûlé, mais bon. En fait, on ne sait pas. La pointe de l'Almet, au-dessus de Bonneville, enfin voilà. Il y en a quelques-uns comme ça. Le pic Boré, l'aiguille de Breta, la tête d'Aubuis, Pormena. Je me suis creusé pour retrouver Pormena parce que j'habitais à côté. Mais en Pormena, on ne sait pas. Et puis, on parlait tout à l'heure du CAF. Oui, effectivement, je pense qu'ils abusaient du Génépi. Honnêtement. Je ne vois pas d'autre explication. Hein. Parce que, alors il fallait donner des noms à toutes les montagnes, mais quand même. Là, ça a une forme de dent. Moi, je veux bien, les dents du requin. Franchement, je pense qu'on aurait pu trouver un animal un peu plus savoyard. Alors après, ils tenaient le truc. Il y a la dent du crocodile, l'aiguille du crocodile. À côté, ils ne savaient pas. Bon, ils ont mis le caïman. C'est quasiment la même chose. Mais bon, il y en a plein comme ça. L'aiguille du fou, c'est différent. C'est un alpiniste qui disait il faut être complètement fou pour la faire, celle-là. Mais quand il a dit ça, elle avait déjà été faite. Donc on lui a donné l'aiguille du fou. Alors on a vu tout à l'heure les ciseaux. Là, ils étaient en fin de soirée et ils n'avaient plus d'idées. Parce que point 3417, je vous laisse deviner l'altitude. Bon, là, ici, l'aiguille de la République, qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y en a, comme ça, il y avait des noms qui étaient complètement fantaisistes. Alors, pour finir, c'est là. Donc là, on est dans les Drues. Et il y avait la pointe des Drues. Et puis, il y avait cette petite chaîne, là. Et ici, celui-là, on le connaît. C'est l'aiguille du moine. Alors, pourquoi l'aiguille du moine? Parce que, alors, il y a deux
deux explications possibles, mais parce que moine, ça pourrait venir du gaélique moine, qui veut dire rocher, mais c'est peu probable, puisque l'aiguille du moine n'a aucune utilité, donc il n'y a aucune raison que le nom ait 5000 ans. Mais non, là, en fait, c'est ce qu'on appelle un nom métaphorique. On l'a donné en fonction de à quoi ça ressemble. Et pour beaucoup, bien, sous un certain angle, on dirait une capuche de bure des moines. Voilà, tout simplement. Mais on avait l'aiguille du moine, et puis là, il n'y avait pas de nom. Mais on avait le moine. Donc, on a mis la nonne, et puis l'évêque, et puis l'enfant de cœur, et le cardinal. Et ça, cette chaîne s'appelle la chaîne des ecclésiastiques. Voilà. Mais il n'y a aucune raison. Hein. Vraiment... Voilà, alors comme je disais, j'avais rencontré un guide qui avait 90 ans, qui avait été guide pendant au moins 40 ans, et qui me disait d'ailleurs, tiens, j'aurais bien aimé avoir ce livre quand j'étais guide, parce que les gens, à chaque fois, ils me disent, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Et il dit, depuis toujours, on se contente de répondre, ben on ne sait pas. Voilà, il dit, j'aurais bien... Et puis je lui disais, mais quand même, ces noms qu'on a donnés aux montagnes, qui sont quand même complètement bizarres. Non, parce que ça fait long. Et je lui disais quand même ces noms bizarres, mais pourquoi on a donné ces noms-là? Puis il m'a dit, bah, fallait bien leur donner un nom. Et on n'est plus du tout dans la philosophie des anciens qui voulaient, avec leur sens pratique. Merci. Alors les deux livres que je vous présente ce soir, qui est les mystères, et puis, alors dans les mystères, on a parlé tout à l'heure de la grotte de Balme. Il y a une autre grotte qui est magnifique également, c'est la grotte de Bange. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller. Alors dans la grotte de Bange, c'est pareil, il y a des esprits. Il y avait un monsieur qui tenait une auberge juste en bas là, de la montagne où il y a la grotte de Bange. Et enfin, c'est pas une auberge d'ailleurs, c'est une vieille maison, mais je crois que c'est toujours, je crois que c'est la maison qui est marquée armurerie. C'est une très vieille maison. Et il y avait un pèlerin qui venait d'Allemagne et qui partait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il s'est arrêté la nuit, puis pour demander l'asile, quoi, pour la nuit, à ce monsieur. Et bon, qui n'avait pas un rond. Hein, sauf que le monsieur en question, il a vu que le pèlerin, il avait une croix en or. Il devait avoir du pognon. Et donc il a dit, il n'y a pas de problème, dans l'écurie, vous pouvez dormir. Et pendant la nuit, bah, tout bêtement, il l'a tué, hein, ça arrive. En fait, il l'a tué, et il a emmené le cadavre dans la grotte de Bange. Il l'a loin dans la grotte de Bange, et puis il est reparti. Ni vu ni connu. Et puis il a gardé la croix en or. Et quelques mois plus tard, il était parti à la chasse sur la montagne qui est le Semnoz en fait, hein, puisque la grotte de Bange est sur le Semnoz, et non pas sur la montagne de Bange qui est en face, c'est curieux. Et il y a eu un gros orage, il était à côté de la grotte de Bange, et il est allé se réfugier dans la grotte de Bange. Et en fait, il aurait été attrapé par l'esprit du monsieur qui l'avait tué, et il n'est jamais ressorti de cette grotte de Bange. On peut se noyer là-dedans. Ah oui, dans le petit étang, le petit lac. Mais en fait, son fils disait qu'il allait le voir, et pour lui donner à manger à son père, et il entendait son père qui hurlait et qui ne pouvait pas sortir de la grotte. Il y est mort. Il paraît que c'est une histoire vraie. C'est dans la grotte de Bange. Dans la grotte de Bange, comme dans la grotte d'ailleurs de Balme, on a fait énormément de messes noires. C'était des repères des sorciers et des sorcières. Voilà. Alors les mystères, voilà. Il est sorti sous cette forme-là il y a... C'était en 2005. Il faut savoir que quand vous écrivez un livre, le texte appartient toujours à son auteur, jamais à l'éditeur. Par contre, la mise en page appartient à l'éditeur. Donc j'ai refait toute la mise en page pour avoir le droit de le sortir. Voilà.